Chose promise, chose due. Chers amis, je vous salue. C'est avec bonheur que j'ouvre aujourd'hui pour les plus de 100 000 pétitionnaires pour le départ de l'ambassadeur fraudeur et voyou de France au Cameroun, Christophe Guilloux. C'est avec plaisir que j'ouvre aujourd'hui une série qui va durer autant que nécessaire, une série de brèves émissions intitulées « Les héritiers du gré à gré en danger au Cameroun ». Eh bien, acte 1, Franck Emmanuel Olivier Biya. Je vous avais promis de démasquer tous ceux qui tirent les ficelles et qui veulent absolument imposer au peuple camerounais une succession antidémocratique à son sommet. Et je vous avais promis de consacrer quelques brèves émissions à chacune des principales figures. Je vous salue donc, amis du Cameroun, amis de la diaspora camerounaise. Je vous salue, amis des quatre coins du monde, amis africains. Je vous salue, amis de la démocratie, amis de la liberté. Je voudrais parler aujourd'hui aux Camerounais et aux amis du Cameroun d'un individu nommé Franck Emmanuel Olivier Biya. Qui est-il? Il est né au début des années 70, je crois exactement en 71. Son père s'appelle Paul Biya. Au moment où il naît, son père est déjà ministre et sera d'ailleurs quelque temps plus tard Premier ministre du gouvernement du premier président de la République bananière du Cameroun, le gouvernement de M. Amadou Babatoura Ahidjo. Qui est Franck Biya? Il est aussi le fils d'une femme. Officiellement, sa mère est Madame Jeanne Irène Biya, mais au Cameroun, eh bien, il a toujours couru un récit selon lequel sa mère, celle qui finalement l'aura reconnu et assumé comme fils, est plutôt sa tante. Mais ceci n'est pas un problème et nous n'avons pas à nous y attarder. Franck Biya va suivre des études élémentaires, des études primaires et des études secondaires au Cameroun. Sanctionné, si je ne m'abuse, par un baccalauréat littéraire. Et par la suite, il quitte le Cameroun dans les années 90, au début des années 90, et on apprend qu'il se rend aux États-Unis où il est supposé poursuivre des études supérieures. Eh bien, ces études supérieures vont tourner court. Monsieur Franck Emmanuel Olivier Biya n'ayant pas été capable de boucler un cycle d'études supérieures véritable. Ce qui, ainsi, stoppe son curriculum vitae et studiorum un peu plus tôt. Et d'ailleurs, beaucoup plus tôt que celui de son père qui avait atteint un niveau Bac plus 5 à tout prendre dans le cadre de l'organisation de l'école coloniale des années 50, celle durant lesquelles M. Biya va suivre ses études supérieures en France. On sait aussi que M. Franck Emmanuel Olivier Biya est marié et qu'il est père de plusieurs enfants. Alors, quels sont les pays dans lesquels cet homme a vécu? Jusqu'ici, le Cameroun, la France, les États-Unis, mais également la principauté de Monaco, dont il est potentiellement, par ailleurs, un citoyen. Information à vérifier, mais de toutes les façons, dans la famille Biya, la binationalité et la multinationalité est une chose banale, du père jusqu'aux enfants, en passant par l'épouse. On sait qu'il a donc vécu au Cameroun, en France, qu'il a vécu aux États-Unis, qu'il a vécu à Monaco et en Suisse, où son père, autocrate de métier, a bien sûr pensé, comme tous les autres autocrates du monde, à planquer une partie de la fortune détournée dans les caisses de l'État du Cameroun pendant ces 60 années. Qui est-il, Franck Emmanuel Olivier Biya? On peut aller plus loin pour essayer de brosser son portrait psychologique. D'un point de vue psychologique, M. Franck Emmanuel Biya est connu pour un trait de caractère que l'on observe chez son père. Une timidité, mais une timidité qui est profondément feinte. Car selon de nombreux analystes, derrière cette timidité feinte, cette timidité apparente, M. Franck Emmanuel Olivier Biya est en réalité un être profondément féroce et profondément vorace. J'ai lu avec intérêt un article expliquant comment
On a pu penser que cet homme était apparemment timide, mais réellement vorace et féroce, parce qu'on lui attribue, fait à vérifier bien sûr, le courage d'avoir pris comme épouse l'ancienne épouse de son frère, de son propre cousin. Il faut reconnaître que ce fait banal n'en est pas un en Afrique où on sait que le cousin est le frère et où on sait que la femme du frère, la femme du cousin, et notamment vivant, et non pas ici dans le cadre d'un héritage post-mortem, la femme du frère, la femme du cousin est sacrée. Donc j'ai lu pas mal d'articles essayant de brosser l'idée que chez M. Franck-Emmanuel Biya, il y aurait deux personnages. Il y a un personnage apparent, comme celui de son père, qui est très policé, un personnage très lisse, un personnage manifestement très doux. Et derrière, il y a le véritable Franck-Emmanuel Olivier Biya, qui est un personnage vorace, un personnage féroce, un personnage d'un cynisme froid et décapant. Tel est le portrait psychologique qui nous est renvoyé par les rares études qui portent sur lui. Et nous pouvons passer à la deuxième partie de cette analyse. Quels sont les métiers, quelles sont les fonctions qu'exerce effectivement M. Franck-Emmanuel Olivier Biya, fils de M. Paul Biya et de feu Mme Jeanne-Irène Biya, née à Thiam Ndoumine. Jusqu'ici, les métiers apparemment exercés par M. Franck-Emmanuel Biya sont ceux d'homme d'affaires. On sait qu'il s'est investi dans l'ingénierie forestière au Cameroun avec des entreprises comme Afrion Cameroun, comme la SFA Ingénierie. On sait par ailleurs que M. Franck Biya s'est spécialisé dans le rôle d'influenceur dans l'attribution des marchés publics du Cameroun. Son nom est cité dans de nombreuses attributions de marchés publics dans le domaine du transport aérien, de l'énergie, des télécoms. Son nom est cité dans des achats et reventes un peu suspects, et même très suspects d'obligations du trésor public. Son nom est cité comme l'un des influenceurs de l'attribution du barrage de Memvele à l'entreprise Sino Hydro. Mais par ailleurs, la plupart des enquêtes nationales camerounaises et internationales s'accordent à dire que M. Franck-Emmanuel Biya est par ailleurs en réalité le conseiller de l'ombre de son autocrate de père. Il est son conseiller de l'ombre et aurait influencé à ce titre de nombreuses nominations à des postes stratégiques au cœur de la République bananière de M. Biya, au cœur de ce que le président élu du Cameroun, professeur Maurice Kamto, a avec raison appelé une immense kleptocratie. On sait que M. Franck-Emmanuel Biya a une influence politique réelle dans la marche des affaires publiques au Cameroun, même s'il n'a jamais assuré une fonction institutionnelle officielle. Ce pourquoi, manifestement, beaucoup d'articles, beaucoup d'enquêtes nous disent qu'il se prépare ardemment. Là, c'est la deuxième partie. Un regard sur le profil professionnel de M. Franck Biya. Et là, vous reconnaissez dans cette deuxième partie le profil psychologique que nous avions dressé du personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a deux facettes. Sa facette visible, c'est homme d'affaires, en tant que professionnel, homme d'affaires. Mais sa facette invisible, c'est homme d'influence. Ça correspond exactement à ce que nous avions dit au niveau de son profil psychologique. Psychologiquement et de toute manière, il paraît être quelqu'un de très timide, de très réservé. Il paraît être quelqu'un de très calme. Il paraît être quelqu'un de très poli, de très civilisé. Or, en réalité, quand on s'en va suivre la manière dont il peut mener un certain nombre de relations personnelles, on se rend compte que ça peut être une immense crapule. On se rend compte que ça peut être quelqu'un d'une férocité, d'un cynisme, d'un sang-froid impitoyable. Eh bien, quand on regarde le même personnage sur le plan professionnel, on voit qu'il a un métier affiché. C'est le métier d'homme d'affaires, encore que ses affaires sont entièrement logées à l'intérieur du système économique, du système institutionnel camerounais, c'est-à-dire sont des affaires sous couvert de son statut de fils de chef d'État tropical. Mais en réalité, derrière tout cela, le véritable Franck Biya professionnel, c'est un influenceur, c'est un homme qui agit, c'est un homme qui influence les décisions, c'est un homme qui force les décisions. Donc, vous voyez que
quand vous regardez Franck Biya d'un point de vue psychologique et vous regardez Franck Biya d'un point de vue professionnel, vous retrouvez la même bipolarité. Psychologiquement, il est agréable, il paraît être très timide, mais en fait, il est très dangereux. C'est un vorace, c'est un féroce. Professionnellement, c'est un homme d'affaires, tout à fait présentable d'ailleurs, très beau à voir, hein, dans ses costumes bien taillés. Quand il est en représentation, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais en réalité, c'est un redoutable influenceur, c'est un requin qui mord, c'est un requin mortel. C'est en réalité une institution cachée au cœur de la République du Cameroun, ce monsieur Franck Biya. Eh bien, passons maintenant à la troisième partie de cette conférence consacrée à cet héritier du gré à gré en danger au Cameroun, Franck Emmanuel Olivier Biya. Troisième partie donc de notre réflexion, quelles sont les ambitions réelles de Franck Biya? Quelles sont ses ambitions réelles? Eh bien, là encore, on va retrouver les deux visages de Franck Biya. Ambition apparente, faire des affaires. Ambition apparente, faire des affaires. N'est-ce pas? On pourrait presque dire que à bientôt 50 ans, Franck Emmanuel Olivier Biya se destine à faire des affaires jusqu'au bout de sa vie. Mais vous voyez très bien que, en réalité, derrière cette façade d'homme d'affaires, se cache quelqu'un qui maintenant affirme quelque chose qui a toujours été là. Et je vous le dis très clairement, les ambitions de M. Franck Emmanuel Olivier Biya sont très claires. Elles se résument en une seule phrase, succéder à son père à la tête de la République bananière du Cameroun. Je recommence. Les ambitions de M. Franck Emmanuel Olivier Biya sont très claires. Il s'agit de succéder à son père, à son autocrate de père, au grand disparu de la République du Cameroun, Paul Barthélemy Biya Mivondo. Mais vous pourriez me dire, quels sont les arguments, professeur, que vous pourriez avancer pour établir cette thèse de manière irréfragable, de manière apodictique, de manière incontestable? Eh bien, je vous donnerai beaucoup d'arguments. Je vous donne un premier argument, c'est un argument historique, un argument général. La tentation est très forte parce que l'Afrique centrale et tout ce qu'on a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire toutes les républiques, anciennes colonies françaises d'Afrique ou anciens territoires français d'Afrique, ces républiques ont tendance à être contrôlées par des systèmes de type monarchique. Ces républiques ont tendance à être contrôlées non seulement par les élites qui ont été choisies par la puissance française, mais ces républiques ont tendance à être contrôlées par des mécanismes de transmission du pouvoir par la voie héréditaire. Alors, il y a plusieurs exemples. Le Gabon du père Omar Bongo, le père Omar Bongo qui a cédé le pouvoir à son fils Ali Bongo Ondimba. Et je vous rappelle que le parrain de cette succession, celui qui a été le parrain de la succession gabonaise, c'est M. Paul Barthélemy Biya Mivondo, qui a promis à Omar Bongo mourant qu'il veillerait à ce que ce soit son fils qui préside au Gabon et qu'il l'aiderait à s'asseoir sur le fauteuil. On peut prendre l'exemple du Congo, Brazzaville aujourd'hui, où on sait qu'est sur les starting blocks un certain Denis Christel Sassou Nguesso. On peut prendre l'exemple de la Guinée équatoriale, qui est certes une ancienne colonie espagnole, mais qui est sous influence francophone. Et là, on sait qu'il y a déjà vice-président, un certain Teodorino Obiangema, qui est annoncé clairement comme étant le futur successeur de son père. On a l'exemple du Togo, des Eyadema, où Gnassingbé Eyadema a été remplacé par Faure Eyadema. On a l'exemple du Sénégal. Bien qu'au Sénégal se soit installée une certaine tradition démocratique, mais Abdou Diouf a été préparé après Senghor. Ça a été une succession bien contrôlée. On a même l'exemple des années 1982 au Cameroun. La succession Ahidjo Biya, c'est une succession france-africaine. C'est la France qui a encadré cette succession parce que c'est elle qui a choisi Ahidjo, c'est elle qui a coopté Biya et c'est elle qui a encadré en quelque sorte la succession de gré à gré de 1982. Donc en fait, Franck Emmanuel Biya appartient à un groupe, une catégorie sociale de Camerounais qui sont habitués à vivre dans un milieu d'héritage. Son père est un héritier. Son père est l'héritier du pouvoir france-africain qui lui a été transmis par Ahidjo. Et Franck Emmanuel Biya est baigné dans une ambiance en Afrique centrale où les républiques
francophones voient à leur tête une succession de type héréditaire. Donc, la tentation est forte pour lui de vouloir être l'Ali Bongo camerounais, le Denis Christel Sassou du Cameroun, le Théodorino du Cameroun, le Fort Gnassingbé du Cameroun. La tentation est très forte. La tentation est très forte pour lui. Ça, c'est le premier argument. Mais vous pourriez me dire, ça ne suffit pas, professeur. Ça ne prouve pas qu'il soit tenté. Alors là, nous allons avancer. Je vais vous citer quelqu'un qui était à l'époque analyste politique auprès de la fondation Paul Ango Ela. Cette personne s'appelle Mathias Eric Owonangini, qui est aujourd'hui l'un des pontes du régime, qui a eu enfin son strapontin comme vice-recteur de l'université de la capitale. Voici ce que dit Mathias Eric Owonangini, fils de Joseph Owona, actuellement membre du Conseil constitutionnel et l'un des plus grands serviteurs de l'autocratie camerounaise. Il dit ceci, et je le cite, dans un article publié le 11 février 2017 par Ibrahima Bayo, article publié sur le site La Tribune Afrique, voici ce que disait Mathias Eric Owonangini. Je le cite. « Pour ma part, je ne pense pas qu'il soit dépourvu d'ambition politique, mais il sait les masquer derrière la timidité et la discrétion qu'on lui prête. » Fin de citation. Je viens de citer Mathias Eric Owonangini, un bon connaisseur de la satrapie de M. Biya. C'est ce qu'il disait en 2017. Je recommence la citation. « Pour ma part, je ne pense pas qu'il soit dépourvu d'ambition politique, mais il sait les masquer derrière la timidité et la discrétion qu'on lui prête. » Fin de citation. Donc vous êtes d'accord avec moi que quand Mathias Eric Owonangini, le fils de Joseph Owona, quelqu'un qui est imbibé du mode de pensée, du mode de vie, quelqu'un qui fait partie de cette élite kleptocratique du régime Biya, vous dit ceci de Franck Biya, même quand celui-là devient l'ami de Franck Biya, vous ne devez pas oublier que Mathias Eric Owonangini, un jour, vous a dit ceci de Franck Biya. Deuxième référence très intéressante, pour vous dire que les ambitions de ce monsieur sont très clairement de succéder à son père. Je cite à nouveau Owonangini. Owonangini dit « Si Franck Biya veut devenir président, ce sera par la voie des urnes. Il a parfaitement le droit de se présenter. » Ça, c'est en 2017. Je recommence la deuxième citation de Owonangini. Owonangini dit « Si Franck Biya veut devenir président, ce sera par la voie des urnes. Il a parfaitement le droit de se présenter. » Autrement dit, pour Owonangini, qui est un bon connaisseur du personnage, non seulement Franck Biya a l'ambition, et il cache son ambition derrière sa timidité et sa discrétion, mais mieux encore, Franck Biya sait comment il va arriver au pouvoir. Il va arriver au pouvoir par la voie des urnes. Nous parlerons dans la dernière partie de cette conférence de cette fameuse voie des urnes. Pour que vous ne vous trompiez pas, la voie des urnes au Cameroun ne signifie pas la voie de la démocratie. Car les urnes sont confisquées, vous le savez très bien, par le régime satrapico-reptilien. La voie des urnes ne signifie pas nécessairement la voie de la démocratie, puisque les urnes appartiennent à Paul Biya. Les urnes appartiennent au régime de Biya. Les urnes appartiennent au RDPC. Et le RDPC met ce qu'il veut dans les urnes. Donc quand on vous dit qu'on va arriver au pouvoir par la voie des urnes, cela ne veut pas dire qu'on va arriver au pouvoir démocratiquement au Cameroun. Parce que même Ahidjo, tous les 5 ans, était élu par la voie des urnes. Donc attention, la voie des urnes ne veut pas toujours dire la voie démocratique, car les urnes sont parfois en réalité des urnes de la satrapie. Des urnes tenues par la satrapie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et vous comprenez pourquoi le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, a dû appeler le 9 février 2020 au boycott des élections municipales législatives. Parce que les urnes étaient confisquées, définitivement et totalement confisquées par le régime. Son élecam, sa loi électorale et tout le reste. Donc Owonangini nous dit comment son collègue, puisqu'ils sont membres du même régime, son collègue va prendre le pouvoir par une mascarade électorale. On va le voir. Mais je n'ai pas fini de citer. Il y a une vidéo disponible sur YouTube dans laquelle s'exprime l'avocat et pasteur Ntimban, que vous connaissez bien. Et le titre de la vidéo est le suivant. Je cite le pasteur Ntimban.
Franck Biya sera président si rien ne se passe. Fin de citation. Je recommence. Voici ce que dit l'avocat et pasteur Ntimban, que l'on sait être l'avocat du gouvernement camerounais dans de nombreuses affaires. Donc c'est l'avocat de l'État du Cameroun, M. Ntimban. Ceux qui ne le savent pas doivent le savoir. Que l'on sait être proche de certains anciens ministres et de certains ministres du gouvernement camerounais actuel. Donc voici ce qu'il dit dans une analyse qu'il a publiée. Il dit « Franck Biya sera président si rien ne se passe ». Fin de citation. Donc, quelqu'un comme Maître Ntimban, qui connaît des ministres, qui connaît des anciens ministres, qui est proche du milieu, quand il nous donne l'information que si rien n'est fait au Cameroun, Franck Biya sera président, cette information a deux sens. Premier sens, elle confirme ce que dit Onangini. Elle confirme ce que disent pas mal d'analystes. À savoir, elle confirme la thèse que nous défendons, à savoir que M. Franck Biya ambitionne d'être président de la République du Cameroun. Ça, cette information, cette citation de Maître Ntimban confirme cela. Mais elle confirme aussi que, bien sûr, au sein du régime, au sein actuellement du régime, il y a des anciens ministres et des ministres qui ne sont pas d'accord pour que ce soit Franck Biya qui succède à Paul Biya. Je recommence. Je recommence. Parce que l'entendement du peuple est parfois lent. Donc il faut recommencer. Quand Maître Ntimban dit « Franck Biya sera président si rien ne se passe », qu'est-ce qui doit se passer? Ce qui doit se passer, c'est que soit le peuple camerounais renverse le régime de M. Biya par la mobilisation et impose une démocratie, soit il y aura une succession interne au régime de M. Biya. Alors, s'il y a une succession interne au régime de M. Biya, il y a aussi deux cas. Premier cas, la succession interne profite à Franck Biya. Et deuxième cas, la succession interne au régime profite aux rivaux internes de Franck Biya. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc je recommence. Quand Maître Ntimban dit que, je cite, Franck Biya sera président si rien ne se passe. Fin de citation. Et vous retrouverez la vidéo, elle est disponible sur YouTube. Quand il le dit, il nous donne trois renseignements. Premièrement, il nous confirme la thèse que je défends dans la troisième partie de cette conférence, à savoir que M. Franck Biya ambitionne d'être président de la République. Et ça, il ne nous apprend rien, puisque c'est ce que dit Onangini, qui est dedans, qui est dans le régime, puisque c'est ce que vont confirmer de nombreuses analyses, et je vais donner d'autres arguments. Mais il nous apprend aussi que si lui, Maître Ntimban, qui est proche de certains anciens ministres et de certains ministres, le dit, c'est qu'il n'est pas d'accord que la succession interne au régime profite à Franck Biya. Il y a des gens, donc, à l'intérieur du RDPC aujourd'hui et à l'extérieur du RDPC, qui ne veulent pas que la succession de Paul Biya profite à Franck Biya. Mais ils ne veulent pas non plus que cette succession se déroule selon les règles du peuple, selon les règles de la démocratie. C'est-à-dire qu'elle se déroule par le choix des Camerounais. Ils souhaiteraient une alternance à l'intérieur du régime, mais sans la famille de sang, sans la famille biologique de M. Biya, représentée par Franck-Emmanuel Olivier Biya. Voilà la richesse de ce que nous dit ici, dans cette vidéoconférence, eh bien, Maître Ntimban, qui, je le rappelle, est avocat de l'État du Cameroun, actuellement. Je le rappelle, est proche d'anciens ministres et de ministres du gouvernement camerounais actuel. Quand il nous dit cela, c'est très important. En tant que révolutionnaire citoyen, que chacun prenne bien des notes. Mais je suis en train de vous démontrer que Franck-Emmanuel Biya veut être président. Je continue à vous donner des références. Je vous donne maintenant une troisième référence. Je cite maintenant celui qu'on appelle Alain Jules Menyememve. Je recommence. Je cite celui qu'on appelle Alain Jules Menyememve. En effet, il y a eu à un moment donné une vidéo montrant l'extraordinaire protocole d'État déployé pour une visite privée de M. Franck-Emmanuel Biya dans l'Ouest Cameroun, dans une famille d'un de ses amis qui avait perdu, je ne sais pas, un parent. Il y a une vidéo qui a défrayé la chronique au mois de mai 2020. On en trouve trace le 17 mai 2020. On voit M. Franck-Emmanuel Biya à la tête, à l'intérieur d'un impressionnant cortège avec des militaires devant, des militaires derrière, des limousines de luxe, des véhicules 4x4, un cortège présidentiel. On le voit débarquer dans une cour et être accueilli par des personnalités en rang, littéralement comme s'il était
l'une des personnalités, un ministre de la République, ou en tout cas, une personnalité essentielle du protocole d'État. Cette fameuse vidéo, quand elle a été diffusée, elle a engendré beaucoup de réactions. Les Camerounais se sont dit, enfin, ça devient très clair. Ça devient très clair. Ce type-ci, en réalité, il a été préparé en douce. Biya l'a préparé en douce depuis longtemps pour lui succéder et faire du Cameroun une monarchie biacratique, une biacratie. Et donc, il y a eu toutes ces réactions, vous vous en souvenez. Mais alors, quand ces réactions avaient lieu, notamment de l'opposition qui protestait, savez-vous ce qu'a dit Alain Jules Menyememve? Et savez-vous qui est Alain Jules Menyememve? C'est le fils d'un ancien ministre et administrateur civil du gouvernement de Paul Biya. C'est l'un des militants les plus aveugles de la dictature tribale de Paul Biya, du tribalisme d'État de Paul Biya sur la place de France. Voici ce qu'il a dit à ceux qui se plaignaient. Je cite Menyememve, Alain Jules, qui sera très content que je le cite, parce qu'en général, il ne fait pas partie de ce que je cite. Il dit à ceux qui se plaignent, quand Franck Biya fait usage du protocole d'État comme s'il était déjà le vice-président de la République, si ce n'est le président en exercice. Menyememve dit ceci. Si vous pleurez juste pour cela, la suite sera dramatique. Fin de citation. Je recommence. Menyememve dit ceci. Alain Jules, le fils de son père, ancien ministre des Finances de Paul Biya, préfet, administrateur civil camerounais. Si vous pleurez juste pour cela, c'est-à-dire si le simple fait que Franck-Emmanuel Olivier Biya utilise le protocole d'État, fasse des sorties de président de la République, si ça vous fait pleurer, la suite sera dramatique. Fin de citation. Explication. Alain Jules Menyememve nous informe que, en effet, la suite sera dramatique pour ceux qui se plaignent parce que Franck-Emmanuel Olivier Biya est fait pour être président de la République. C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Mais, alors, ce n'est pas fini. Je suis toujours dans la troisième partie de cette conférence et je vous donne le dernier argument fort pour établir l'ambition présidentielle incontestable de Franck Biya. C'est la révélation d'un diplomate français, l'ancien ambassadeur de France au Cameroun, Monsieur Gilles Thibault, qui a été relevé de ses fonctions d'ailleurs, et selon de nombreuses analyses, en raison de cette faute diplomatique. Il a assisté à une conversation, il a participé à une conversation, Monsieur Gilles Thibault, avec le président de facto, Paul Biya, dans laquelle le président de facto du Cameroun, Paul Biya, lui a confié... Oui, son père, c'est plutôt Menyememve Félix. Hein. C'est un Menyememve qui a été quand même ministre et qui est de l'administration civile. Je crois que ça doit être Félix. Merci de la correction. Il faut bien vérifier le prénom du père, mais c'est un Menyememve. Alain Jules Menyememve, son père là, c'est un Menyememve. C'est pas le Menyememve, peut-être ministre des Finances, mais un autre qui a été ministre. Je crois que c'est la même famille. Mais maintenant, je suis sur la référence à Gilles Thibault. Je cite Gilles Thibault. Gilles Thibault, qui a été ambassadeur de France au Cameroun, avant l'actuel ambassadeur, le grand filou Guillou. Gilles Thibault a rapporté la conversation qu'il a eue avec Paul Biya. Et Paul Biya lui avait dit, dans cette conversation, que lui, Paul Biya, avait déjà assuré et garanti sa succession à la tête du Cameroun par Franck-Emmanuel Biya, parce qu'il avait d'ores et déjà présenté Franck-Emmanuel Biya à son ami le Lamido de Rebouba, Aboubakari Abdoulaye, qui avait marqué son accord, et qu'ils avaient déjà trouvé au Cameroun anglophone des personnes qui accepteraient d'accompagner Franck Biya dans cette démarche. Paul Biya l'a dit à l'ambassadeur français Gilles Thibault, qu'il a répété à des journalistes français, lesquels l'ont publié ici dans la presse d'intelligence française, dans la Lettre du Continent, dans Africa Intelligence. Ils ont publié cela. Et fâché, quand cette information est sortie, Paul Biya a demandé à son homologue français de changer l'ambassadeur parce que l'ambassadeur l'avait trahi. Donc, nous avons une source diplomatique française sortie à Paris, confirmant que Paul Biya a dit de sa bouche, devant un diplomate français, qu'il a répété à des journalistes français, que la succession était réglée, que c'est son fils et qu'il avait pris la peine de dissimuler son fils, de ne même pas nommer son fils pour que les Camerounais ne voient pas venir.
cette succession. Ainsi, dans cette troisième partie de cette conférence, je viens de vous donner une kyrielle de preuves. Une kyrielle de preuves que les véritables ambitions de M. Franck-Emmanuel Olivier Biya sont de succéder à son père, comme il voit Ali Bongo avoir succédé à Omar Bongo, comme il voit Faure Gnassingbé succédant à Étienne Gnassingbé Yadema, comme il voit Théodorino Obiang prêt à succéder à son père, comme il voit Denis Christel Sassou, comme il voit Déby, fils, prêt à succéder à son père, eh bien, Franck-Emmanuel Biya estime que c'est la règle en France-Afrique et il se prépare pour cela. Oui, le père s'appelle Philippe Menyemeve. Merci à l'empereur Suzuki de me rapporter exactement le prénom du père de notre compatriote Alain-Jules Menyemeve, véritable chien de garde, l'un des derniers militants actifs du RDPC en Occident, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Les militants actifs du RDPC se comptent dans tous les 10 doigts de ma main. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si on doit en compter ici dans la diaspora, encore actif, on doit compter Alain-Jules Menyemeve. Si ça peut l'aider à être nommé au gouvernement pour quelques mois, pour quelques semaines, tant mieux. Je peux donc conclure la troisième partie de cette conférence, à savoir que il est incontestable que M. Franck-Emmanuel Olivier Biya veut être le président de la République du Cameroun. Maintenant, dernière et quatrième partie de notre analyse. Est-ce que les ambitions de M. Franck-Emmanuel Olivier Biya d'être président de la République du Cameroun sont légitimes? Mais en apparence, oui. Nous répondons toujours de manière dialectique, j'espère que vous l'avez remarqué. Oui, en apparence, ces ambitions sont légitimes. En apparence, ces ambitions sont légitimes. Pourquoi? Parce que c'est un citoyen camerounais. À la base, qu'un citoyen camerounais, qu'un natif du Cameroun, de père et de mère, veulent être président de la République, c'est son droit. La loi ne l'en empêche pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il a eu le bonheur ou le malheur de naître fils de Paul Biya qu'il n'a pas le droit à ses droits civiques et citoyens. Ça, c'est la thèse. Mais l'antithèse nous intéresse. Pourquoi ces ambitions sont au contraire illégitimes? Elles sont illégitimes pour deux raisons. Deux bonnes raisons. Et notez-les bien. Si vous avez un débat avec ce régime sardinaro-reptilien, dites pourquoi les ambitions de Franck-Emmanuel Biya en l'état actuel du Cameroun sont des ambitions illégitimes, des ambitions criminelles. Premièrement, M. Franck-Emmanuel Biya doit répondre devant la justice de nombreux trafics d'influence et conflits d'intérêts. Au moins depuis 2012 jusqu'à ce jour, il y a une documentation énorme sur de nombreux conflits d'intérêts dont il s'est rendu coupable et pour lesquels les tribunaux camerounais n'ont pas encore osé le juger parce que son père est président. Notamment, en 2012, il y a la fameuse affaire des bons du trésor public, où il s'est permis, en réalité, d'acheter moins cher des bons du trésor public, de les survaloriser et de les revendre à l'État du Cameroun pour empocher entre 100 et 150 milliards de CFA. Il y a la dévastation de la forêt camerounaise, dont il est l'un des plus grands coupables. La destruction écologique de la forêt équatoriale camerounaise. Il va falloir que M. Franck-Emmanuel Olivier Biya soit jugé au Cameroun pour les actes qu'il a posés dans ce domaine. Ça, c'est la première raison. C'est un homme qui traîne des casseroles, c'est un homme qui doit être jugé au Cameroun. Et il est incontestable qu'un tribunal équitable établira incontestablement la crapulerie économique de cet individu. Ça, c'est le premier argument. Maintenant, deuxième argument. Si des élections sont organisées au Cameroun, puisque la présidence de la République est vacante, soit parce que M. Biya est mort, soit parce que M. Biya est dans le coma, soit parce que M. Biya, ça c'est sûr, en tout cas la troisième hypothèse est absolument sûre, il est dément sénile. C'est un vieux lessivé qui ne peut plus gouverner depuis longtemps. Eh bien, en tout cas, la présidence de la République est vacante au Cameroun. Alors, si est déclarée dans les prochains jours la vacance de la présidence de la République et que l'on décide d'organiser des élections dans le délai de 120 jours prévu par l'article 6 de la Constitution du Cameroun et que M. Franck-Emmanuel Biya soit candidat, mais bien sûr qu'il va les gagner, comme le soulignait Maître Ntimban Bomo. Il va les gagner, entre guillemets, pourquoi? Bien parce que Elekam appartient au RDPC. Parce que la loi électorale est faite par le RDPC. Parce que le Conseil constitutionnel appartient au RDPC. Parce qu'en réalité, au Cameroun, les urnes
sous Paul Biya ne servent à rien. Les urnes sont tout simplement le maquillage de la criminalité politique. Ce que les Camerounais mettent dans les urnes n'a jamais compté depuis 60 ans. Le régime néocolonial a toujours veillé à faire proclamer les résultats qu'il arrange et à faire gagner celui qu'il veut faire gagner. Donc s'il n'y a pas eu de changement institutionnel, libération des prisonniers politiques, réforme de la loi électorale, réforme de la commission électorale pour qu'elle soit vraiment indépendante, équitable, s'il n'y a pas eu de changement au niveau des conditions de la compétition politique au Cameroun, il va de soi que M. Franck-Emmanuel Biya, se présentant comme candidat, bénéficiera d'une succession de gré à gré sous couvert des urnes. Et donc, je vous rappelle une citation sibylline, une citation extrêmement perfide et cynique de Mathias Eric Onangini. Il avait dit, si Franck Biya veut devenir président, ce sera par la voie des urnes. Il n'a pas dit par la voie de la démocratie. Hein. Attention, au Cameroun, la voie des urnes n'est pas nécessairement la voie de la démocratie. Car les urnes étant possédées par le RDPC décrète donc, organise ses mascarades électorales, bourre les urnes et déclare élu qui il veut, et non pas qui le peuple camerounais veut. Donc la voie des urnes n'étant pas nécessairement en dictature la voie de la démocratie, dire que Franck Biya va devenir président par la voie des urnes, c'est donc nous annoncer qu'on va organiser une mascarade électorale pour imposer Franck Biya à la tête de l'État. Voilà la deuxième raison pour laquelle les ambitions de M. Franck Biya d'être président de la République du Cameroun, en l'état actuel du Cameroun, sont des ambitions illégitimes, crapuleuses, criminelles. Ce sont les ambitions aussi crapuleuses et criminelles que celles grâce auxquelles son père a imposé, depuis 1982, 38 ans de dictature à ce pays. Et avant lui, M. Ahidjo, 22 ans. Voilà pourquoi j'en viens à la conclusion de cette conférence. Car je vous ai dit, je vais les aligner tous. Il y aura comme ça environ 24 conférences. D'abord, c'est un cycle de 13. Je vais vous faire 13. Je vais prendre 13 de ces personnages-là d'abord. On va faire un premier cycle de 13. Je vais traiter chacun comme j'ai traité le cas Franck-Emmanuel Olivier Biya aujourd'hui, de telle façon que nul n'ignore qui manipule aujourd'hui la scène politique camerounaise. On peut donc conclure clairement que 1. Franck-Emmanuel Olivier Biya, c'est un individu duplicitaire. C'est un individu hypocrite et mensonger. C'est un individu mesquin. Ça, c'est son portrait psychologique. Deuxièmement, au niveau de la structure intellectuelle, c'est un individu carent, profondément incompétent, parce qu'il a été incapable, alors qu'il avait les conditions idéales, de suivre les meilleures études. C'est un individu intellectuellement carent. Ça doit être un paresseux intellectuel qui compense sa paresse intellectuelle par la crapulerie, par l'opportunisme et le jouissisme, qui sont les marques déposées du régime sardinaro-reptilien. Troisièmement, tout ce qu'il a fait jusqu'ici a eu pour but de dissimuler sa stratégie de capture de l'État. Stratégie qu'il a arrêtée avec son père. Si M. Franck-Emmanuel Biya s'est fait discret, ce n'est pas parce qu'il est discret, c'est parce que c'est la méthode que son père lui a apprise. C'est comme cela que son père a dormi, littéralement, et a fait dormir Amadou Babatoura Ahidjo avant de surgir et de lui ravir férocement le pouvoir qu'Ahidjo croyait lui donner en conservant la main sur lui. C'est ainsi que son père a fonctionné avec tous ses compagnons politiques. Toujours main de velours, main de fer, gants de velours. Donc que personne ayant écouté cette conférence ne se fasse d'illusions. Ennemi non seulement de la transparence économique, ennemi de la diversité écologique, Franck-Emmanuel Olivier Biya est un ennemi principal, est un ennemi sérieux de la démocratie et de la souveraineté du peuple camerounais. Ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Il faut donc savoir que cet homme-là tire dans l'ombre de nombreuses ficelles. Il influence aujourd'hui le bataillon d'intervention rapide, il influence aujourd'hui la garde présidentielle, il est aujourd'hui entouré par des conseillers français, des conseillers israéliens. Il se prépare à aller à l'assaut du pouvoir, non seulement contre les clans internes au pouvoir qui ne sont pas tout à fait d'accord, notamment le fameux clan des argentiers financiers, que connaît très bien Maître Bomo Ntimban. Eh bien, ce clan-là qui n'est pas tout à fait d'accord à l'intérieur, eh bien, se prépare avec Franck Biya à l'affrontement
Et tous ces clans-là préparent un affrontement contre le peuple camerounais au moment où le leader légitime du pays, le président élu Maurice Kamto, nous appelle à la mobilisation. C'est-à-dire, il nous appelle à refuser toute forme de succession de gré à gré à la tête du pays, que ce soit la succession interne par la ligne consanguine, la ligne monarchique héréditaire Franck Biya, ou la succession interne par la bande à Louis-Paul Motazé, à Mebengo, à Abba Abba, à tous ces individus qui n'ont pas renoncé à leur requinade à l'intérieur de l'appareil d'État. Le peuple camerounais doit dire non et revendiquer une fondation réelle de la démocratie camerounaise. Chers amis, telle est la petite conversation de jardin que j'avais prévue pour vous aujourd'hui. Le prochain qui sera passé au grill de l'analyse s'appelle Louis-Paul Motazé. Louis-Paul Motazé, eh bien c'est le prochain. Cette conférence est dédiée aux 100 000, plus de 100 000 pétitionnaires citoyens dont je suis en train de travailler pour faire entendre la voix à l'Union européenne, mais également à l'Organisation des Nations Unies dans les prochains jours. Je vous dédie cette conférence, vous qui avez accepté d'être la pointe de la lance de l'éveil contre, en réalité, l'organisation France-africaine, contre l'arrogance du colonialisme français survivant au Cameroun à travers l'élite corrompue du régime UNC-RDPC, eh bien, je vous dédie cette conférence en ce vendredi 17 juillet 2020 et je remercie tous ceux d'entre vous qui l'avaient suivi de la partager. J'informe mes amis côté YouTube qu'ils auront cette conférence téléchargée sur YouTube et pourront parfaitement en profiter. Elle sera téléchargée dans les prochaines heures sur YouTube. Je l'ai enregistrée simultanément sur une tablette à ma droite. Vive le peuple camerounais, vive les résistances démocratiques et bravo à tous ceux qui aujourd'hui à Bruxelles ont fait entendre la voix du non au gré à gré, la voix du peuple camerounais contre la dictature, la voix de l'espérance. Et bravo à tous ceux qui, à Washington, à Ottawa, à Montréal, à Bonn, à Berlin, comme à travers toutes les villes du Cameroun, feront de même. Et partout ailleurs dans le monde. Bon week-end à tous. Au revoir.